Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les concepts théoriques des itérateurs Python sous la perspective de la programmation orientée objet. Dans cette vidéo, nous appliquons les concepts théoriques déjà développés en utilisant la programmation orientée objet pour illustrer les concepts mathématiques de suite numérique, arithmétique, géométrique et de Fibonacci à l'aide des itérateurs. Vous pouvez trouver le code original dans le livre Data Structures and Algorithms in Python de Michael Goodrich du département d'informatique de l'Université de Californie en Irvine. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les itérateurs Python dans le contexte de la programmation orientée objet. Maintenant, nous allons appliquer ces concepts développés précédemment pour mieux comprendre les concepts théoriques sur les itérateurs. La fois passée, nous avons utilisé le terminal PowerShell de Windows et l'interpréteur Python pour aller vite et illustrer les concepts avec de petits bouts de code. Cependant, puisque le code est un peu plus long pour la démonstration d'aujourd'hui, nous allons utiliser l'éditeur de texte en ligne de commande Nano. Nano est originellement développé pour les systèmes Unix, mais vous pouvez aussi installer la version Windows si vous voulez. Bon, comme vous l'avez déjà vu, au début, nous avons utilisé en fait un éditeur de texte très simple comme Notepad++, et puis nous avons aussi montré comment utiliser l'interpréteur Python. Nous avons aussi montré comment utiliser des outils comme Google Colab pour pouvoir créer en fait des notebooks Python. Maintenant, nous allons aussi vous montrer comment des fois utiliser en fait des éditeurs en ligne de commande comme Nano qui peuvent servir si on veut créer rapidement des prototypes, n'est-ce pas? Parce que c'est un outil très puissant qui vous permet de faire des choses rapidement, de façon très efficiente. Pour la démo d'aujourd'hui, il faut bien voir comment nous avons structuré en fait notre répertoire de travail. Donc, nous sommes toujours dans Python Club et puis nous avons en fait ici un répertoire qui s'appelle POO, donc Programmation orientée objet. Et puis, il y a un sous-répertoire qui va contenir en fait tous nos codes sur les itérateurs. Voilà, donc il est aussi bien de savoir structurer en fait votre espace de travail. Une fois que nous avons cela, maintenant on va créer un fichier pour la démonstration d'aujourd'hui. Puisqu'en fait nous allons faire une mise en œuvre sur les itérateurs pour illustrer les concepts mathématiques comme la notion de séquence arithmétique ou bien géométrique ou bien même des suites beaucoup plus compliquées que vous pouvez définir par récurrence comme les séquences de Fibonacci. On va appeler notre fichier numsequences.py, c'est-à-dire numerical sequences Python. Vous pouvez le faire très facilement avec votre éditeur de commande en ligne Nano. Donc, il suffit de taper Nano, par exemple, si vous avez bien sûr Nano installé, puis vous mettez le nom du fichier ici. Bon, je vais nommer mon fichier numsec. Je pense que d'ailleurs ceci peut suffire. Numerical sequences, et puis je pense que c'est bon. Et puis l'extension, c'est un fichier Python, donc je vais faire py. Et puis automatiquement, normalement, Nano va créer ce fichier-là si une fois que je valide avec entrée. Effectivement, donc là vous voyez qu'en fait j'ai mon fichier de départ qui est complètement vide et vous voyez qu'en fait bon, si vous faites des prototypes, des fois pour aller vite, utiliser Nano peut vous faire gagner du temps parce qu'il y a moins de distractions puisque bon, vous pouvez même ignorer complètement votre souris et travailler avec votre clavier pour aller vite pour faire votre prototype. Maintenant, bien sûr, une fois que vous avez quelque chose qui marche, maintenant c'est le moment peut-être d'aller dans un environnement de développement beaucoup plus complexe pour faire des choses beaucoup plus compliquées. Hein. Donc, il faut savoir utiliser les outils qu'il faut quand il faut. Une fois que nous avons notre fichier, on va aussi mettre d'abord les commentaires pour savoir exactement ce que nous allons faire dans cette démonstration-là. Ici, on va commencer par définir une séquence générique, n'est-ce pas? Donc, c'est notre séquence de base. Donc, je vais l'appeler, pas appeler, je vais donner en commentaire ce que nous allons faire, generic sequence. Donc, pour dire que ça, c'est la séquence générique qui nous permettra en fait d'appliquer la programmation orientée objet et de définir les autres séquences. En deuxième lieu, nous allons
bon, à partir de la séquence de base, ou bien la séquence générique, on va créer ici une séquence arithmétique. Donc là, on va dire arithmétique sequence. Donc d'abord, on va créer notre séquence générique. Après, on va créer une séquence dérivée de la séquence générique. On va appliquer bien sûr le concept d'héritage, bien sûr, pour développer cette séquence-là. Et puis en troisième lieu, nous allons aussi développer une séquence qui est géométrique. Donc on va l'appeler géométrique sequence. Après, qu'est-ce qu'on va faire? En 4, nous allons tout simplement, parce que, bon, la séquence arithmétique et la séquence géométrique sont plus ou moins des concepts proches, même si ce n'est pas la même chose. Maintenant, on va aussi définir une séquence qui est beaucoup plus complexe que ces deux types de séquences-là. C'est en fait les séquences de type Fibonacci. Donc, on va l'appeler tout simplement Fibonacci Sequences. Bon, pour l'instant, on n'écrit pas de code. On est juste en train de dire ce que nous voulons faire dans cette démonstration-là. Je pense que c'est bon. Parce que si on a une séquence générique qui sera la classe mère, après on va utiliser 3 classes dérivées de la classe générique. La première classe dérivée, donc on va implémenter une suite arithmétique. Et puis dans la deuxième classe dérivée, on va appliquer une suite géométrique. Et après, pour compliquer un peu la chose, on va aussi implémenter une séquence de Fibonacci. Je pense que c'est bon. Après, bon, il serait bien aussi d'ajouter en fait des tests. Donc en 5, on va tester toutes les choses que nous avons implémentées pour s'assurer qu'en fait que tout marche. Maintenant, peut-être on va finir avec le point 6 par exemple, où on va maintenant exécuter tout ceci pour, bon, depuis le terminal, pour voir, bon, je vais dire executions. Je pense que ceci doit suffire pour la démonstration d'aujourd'hui. Voilà, parfait. Maintenant, là, je suis à la fin de mon fichier. Maintenant, il faudra revenir au début du fichier pour commencer mon code. Donc, pour cela, il suffit de faire CTRL Home. Et là, effectivement, je suis sur le début du fichier. Et là, bon, je vais aller sur la première ligne vide après le premier commentaire pour écrire maintenant mon code. Voilà, on va commencer avec notre classe générique. Je vais l'appeler classe Gen Sequence for Generic Sequence. Donc, c'est notre classe de base. Donc, ici, dans les parenthèses, on va les laisser vides, tout simplement. Et puis, on va mettre là-bas 2 points pour finir, en fait, le nom de la classe. On met entrée. Et puis, on met une tabulation pour entrer, en fait, dans le corps de la classe. Donc, normalement, nous savons que cette classe-là doit commencer avec son constructeur, donc def. On va définir quoi? La fonction init, bien sûr. Donc, comme cela, bon, là, il faut ajouter ceci. Et puis, il faut toujours commencer avec le paramètre self. Et bien sûr, si nous avons besoin d'autres paramètres, il faut les ajouter après. Par défaut, ici, notre séquence va commencer par 0. Donc, on va supposer qu'en fait, par défaut, on doit commencer avec la séquence générique qui va nous donner, par exemple, les entiers naturels, par exemple, 0, 1, 2, etc. Donc, par défaut, ici, il va falloir commencer avec, bon, je vais l'appeler start, equal to 0. Ici, bon, je vais l'ajouter ici en commentaire peut-être. Ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Cette séquence générique-là, c'est la séquence qui, par défaut, va fournir 0, 1, 2, etc. Vous savez, donc c'est les entiers naturels. On peut même, par exemple, natural numbers. Ici, si vous voulez, on va comme ça, ce sera clair. Donc ça, c'est la séquence générique qui nous permet en fait de donner les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Par défaut, on va commencer par 0,
Mais aussi, bon, si on veut, on peut commencer par le nombre que nous voulons. Voilà, donc ici, nous avons donné le nom de notre constructeur, init. Il va falloir aussi donner, en fait, la valeur courante de l'itérateur. Que la valeur courante par défaut, ce n'est rien d'autre qu'en fait la valeur de début, donc start. Ici, on va faire self dot underscore current. Current, c'est en fait la valeur courante. Donc, par défaut, cette valeur-là n'est rien d'autre que égale à start. Donc, lors de la création de l'objet, donc la valeur courante, c'est le paramètre start. Et si on ne donne pas de paramètre de départ, donc start sera égal à 0, comme nous l'avons bien défini, vous le voyez ici, n'est-ce pas? Mais bon, si le paramètre start est donné, donc la valeur courante, c'est égal à start, lors de la création de l'objet de la classe. Voilà, ici, on va définir une deuxième fonction. Cette deuxième fonction-là, nous allons appeler cette fonction-là advance, c'est-à-dire que c'est la fonction ou bien la méthode qui nous permet de faire avancer notre compteur. Et vous allez comprendre pourquoi nous voulons faire cela. Donc, vous avez vu qu'en fait, par exemple, dans les itérateurs que nous avons vus jusqu'à maintenant, nous avons vu quand on voulait incrémenter en fait le compteur par 1 ou bien par 2. Mais bon, en général, on peut incrémenter par le nombre de points ou bien le nombre de valeurs que nous voulons. Pour que notre fonction de base soit assez flexible, il va falloir peut-être définir une fonction que nous appelons advance, une fonction qui peut être surchargée pour les classes dérivées. Donc, chaque classe dérivée aura sa propre implémentation en fait de la fonction advance. Mais par exemple, pour la classe de base, nous savons a priori comment on doit avancer. Si on est dans la classe de base, on avance par unité. Mais on va juste définir cette fonction-là qui nous permet en fait d'avancer, de faire la mise à jour du compteur, et pour chaque classe dérivée, on peut réimplémenter ou bien surcharger cette méthode-là pour avoir exactement ce que nous voulons. Donc allons-y. Donc nous allons appeler cette méthode-là, on ajoute le mot-clé def pour dire que c'est une méthode ou bien une fonction si vous voulez. Et puis bon, ici on l'appelle ça advance. Et puis comme toujours, on commence par le paramètre self. Ici on n'a pas besoin d'autre chose parce que nous savons qu'on est dans la classe générique et si on avance, on doit forcément avancer par unité. Donc ici, ce que nous allons avoir, c'est self dot current qui doit être égal self.current equal to self.current plus 1. Voilà, donc on avance par unité. Nous comprenons déjà comment faire en fait l'incrémentation avec l'opérateur plus égal. C'est tout simplement self.courant égale self.courant plus 1. Donc ça c'est l'écriture compacte, c'est tout. Voilà, maintenant on peut définir notre fonction next. Notre fonction next, c'est en réalité la fonction qui doit faire avancer le compteur. Mais ici, next donc va utiliser advance. Vous voyez? On va l'écrire d'abord et puis peut-être vous allez mieux voir ça. Donc on va faire next. Voilà, ça c'est la fonction next parce que bon, nous avons déjà vu théoriquement que la fonction next doit être implémentée par tous les itérateurs. Donc ici, nous avons def next self. Self, toujours, c'est le paramètre qui vient en premier. La méthode next, dans notre cas ici, va faire principalement deux choses. La première, c'est retourner la valeur courante de l'itérateur. Et la deuxième chose, c'est mettre fin à l'itérateur en soulevant l'exception stop iteration. Donc ici, d'abord, return next value ou bien end iteration. Donc voilà les deux choses que en fait la méthode next va faire. Donc ici, pour retourner en fait la prochaine valeur, nous allons utiliser une convention.
Donc, on va supposer que si, en fait, la valeur courante n'est pas égale à none, ça, c'est une méthode pour nous de tester si, en fait, on doit soulever l'exception ou pas. Donc, si la valeur courante n'est pas none, il y a une valeur courante et on peut retourner cette valeur-là et faire la mise à jour du compteur. Comment on teste cela? Ça, nous l'avons déjà vu sur les vidéos préliminaires quand on a étudié en fait les types de variables et nous avions parlé de la valeur none. Si vous voulez, vous pouvez retourner sur cette vidéo-là pour comprendre ces concepts-là. Mais je pense que à présent, tout le monde doit comprendre en fait ces concepts fondamentaux-là. Ici, on va faire un test if que self.current is not si c'est pas none. Si c'est pas none, donc ici, on sait qu'en fait, c'est pas la fin de notre itérateur. On peut ici sauvegarder en fait value qui est en fait la valeur courante. Donc, ce n'est rien d'autre que self.current. Et une fois que nous avons récupéré en fait la valeur courante dans value, là, avant de retourner la valeur, on va faire la mise à jour du compteur. Donc ici, n'oubliez pas, nous avions déjà notre méthode advance qui nous permet de faire la mise à jour. Donc ici, je vais tout simplement appeler self advance. Je pense que c'est bien ça. Et une fois, donc, qu'est-ce que nous avons fait? On va tester, est-ce que c'est la fin du compteur? Ou bien est-ce que c'est la fin de l'itérateur? Si ce n'est pas le cas, on va récupérer la valeur courante qui est dans value, très bien. Et puis, on fait avancer ici notre compteur. Et ça, on le fait à l'aide de la méthode advance. Une fois que vous avez ça, on peut maintenant retourner la valeur que nous avons sauvegardée dans value. Return value. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si, parce qu'ici, on a ici un test if, n'est-ce pas? On a bien testé self.current is not none. Et on a dit que notre convention, c'est il faudra finir en fait l'itération ou bien l'itérateur quand la valeur est none. N'est-ce pas? Bon, ça, on va le mettre peut-être ici, à la fin du commentaire. Si, en fait, ce test-là échoue. Ce qui veut dire que donc self.current equal to none et qui est notre convention pour finir notre itérateur. Dans ce cas de figure-là, on ne fait rien d'autre qu'en fait soulever une exception qui s'appelle, on connaît déjà le nom de l'exception, stop iteration. Et ça nous permet en fait de dire qu'en fait, écoutez, c'est la fin de l'itérateur. Bon, je sais que nous n'avons pas encore vu de façon explicite la notion d'exception, mais dans les vidéos à venir, nous allons faire une démonstration spécifique sur la notion d'exception. Mais pour l'instant, il suffit tout simplement de comprendre qu'en fait, nous avons adopté une convention. Quand la valeur courante n'est pas égale à none, nous prenons comme convention que l'itérateur n'a pas encore atteint sa fin et qu'il y a des valeurs à retourner. Et par contre, si la valeur courante a une valeur qui est égale à none, c'est la fin de l'itérateur. Et nous savons très bien que si c'est la fin de l'itérateur, si vous l'appelez une fois de plus, nous le savons déjà qu'il y aura une exception qui s'appelle stop iteration et nous utilisons en fait le même mécanisme pour soulever cette exception-là. Soulever une exception dans le langage Python se fait en appelant l'exception avec raise. Raise stop iteration. Dans ce cas de figure-là, nous savons très bien quelle exception nous voulons appeler. Bien sûr, il y a d'autres types d'exceptions que nous verrons dans les vidéos à venir. Ainsi, nous finissons l'implémentation en fait de la fonction next. Mais nous le savons, pour implémenter un itérateur, il y a deux fonctions ou bien méthodes fondamentales qu'il faut implémenter. Il y a d'abord next que nous venons de finir, mais
il ne faut pas oublier, il faut aussi implémenter la méthode iter, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Passons maintenant à l'implémentation en fait de la méthode iter. Iter, c'est une méthode très simple. Ici, ça c'est le nom, toujours le paramètre self. Et puis là, je vais entrer dans le corps de la méthode, oui, bien sûr. Iter doit retourner self, ce qui n'est rien d'autre qu'en fait l'itérateur lui-même. Et je pense que c'est fini pour iter. Iter est très facile à implémenter. Il suffit juste de retourner l'itérateur qui n'est rien d'autre que self. Voilà, parfait. Voilà, quand même, on va ajouter une méthode supplémentaire qui nous permettra de tester en fait notre implémentation. Donc, on va ajouter une méthode supplémentaire qui s'appelle printNext, qui nous permettra d'afficher en fait les valeurs successives. Bien sûr, il faut commencer toujours par le paramètre self. Normalement, on doit afficher en fait les n premières valeurs, mais par défaut, on va juste afficher une valeur. OK? Donc, n égale à 1, ça veut dire affiche-nous la valeur courante. OK? Mais on peut aussi donner 2, 3 ou 4 ou 5 pour dire affiche par exemple, voilà, si n égale à 5, voilà les 5 valeurs suivantes. OK? Donc, pour cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout afficher en fait sur une seule ligne sous forme en fait de chaîne de caractères. D'abord, on va ici écrire une structure de contrôle. Vous allez voir, bon, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, for x comme valeur, mais au lieu de x, on va juste utiliser underscore parce qu'on ne s'intéresse pas en fait à l'index de la boucle, mais plutôt nous nous intéressons aux valeurs de l'itérateur. Donc ici, on va créer un range pour dire que nous nous intéressons aux n premières valeurs, par exemple, comme cela. Maintenant, ici, nous avons un range. For underscore in range n. Qu'est-ce qu'on fait avec ce range-là? Maintenant, ici, on va d'abord appeler next. Et vous allez voir ce que je vais faire ici. Next, self. Pourquoi self? Parce que self n'est rien d'autre qu'en fait notre itérateur. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc, self est notre itérateur. Donc, si on fait next self, donc c'est comme si on avait un itérateur, on appelle next sur en fait l'itérateur, ça nous donne la valeur courante. Mais n'oubliez pas, nous avons ici en fait quoi? Nous avons une boucle. Donc, next sera appelé plusieurs fois. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je pense que vous l'avez deviné. Nous sommes en train de créer ici une list comprehension. Je pense que vous l'avez déjà deviné. Vous voyez, on a for underscore in range n. Donc, ceci sera fait n fois. Donc, on va appeler next self. Self n'est rien d'autre que notre itérateur. N fois. Une fois que nous avons ça, on va faire un join. Et puis, ici, il faut aller à la fin. Et puis, je vais revenir ici au départ. Vous voyez qu'en fait, nous allons appeler next sur notre itérateur n fois. Parce qu'ici, nous avons, vous le voyez, je pense ici, nous avons quoi? Nous avons list comprehension. Une fois que nous avons ça, maintenant, on va concaténer toutes les valeurs, en fait, produites par la boucle et on va les étaler sur une ligne comme une chaîne de caractères. Il faudra les séparer, bien sûr, par un espace. Donc, on va faire ceci comme cela. Je pense que vous avez compris ce que j'ai fait ici. Il faudra bien sûr afficher cette chaîne de caractères-là. Donc, je vais faire print et aller à la fin et puis fermer la parenthèse. Donc, on a fait quoi? Print. Donc, ici, on va afficher une chaîne de caractères qui est là.
Tout ceci sera une chaîne de caractères. Regardez comment nous avons créé cette chaîne de caractères. À l'intérieur ici, nous avons créé une list comprehension. On fait une boucle n fois et on appelle next sur notre itérateur qui n'est rien d'autre que self. Cela va générer ici, vous le voyez, une liste avec nos n valeurs. Maintenant, on prend nos n valeurs, on va les concaténer comme une chaîne de caractères et puis on va afficher la chaîne de caractères une fois pour toutes. Sauf que je pense qu'il y a un petit problème. Ici, nous devons faire attention, je pense. Ici, il faut bien regarder ce que nous avons ici. Next self va nous donner, je pense, une valeur numérique. Pour être à l'abri en fait de surprise, je pense qu'il serait intéressant d'ajouter ici une conversion en ajoutant STA et puis ici et fermer la parenthèse ici. Ici, ce que nous avons ici, ce n'est rien d'autre qu'une valeur numérique parce que nous allons créer des séquences de valeurs numériques. Donc, il serait intéressant de les convertir d'abord en chaîne de caractères pour pouvoir les concaténer et ajouter des espaces entre les valeurs. Parce que maintenant, la valeur next self qui va générer une valeur numérique, cette valeur numérique-là sera transformée ici en caractère ou bien en chaîne de caractères avec la valeur numérique. Et maintenant, on peut les concaténer comme des chaînes. Voilà, nous venons de finir en fait l'implémentation de la classe de base avec la définition de la méthode print next qui nous permet de tester en fait notre implémentation. Voilà, nous avons expliqué ce que cette ligne plus ou moins complexe là fait. Maintenant, je pense que avant d'implémenter les classes dérivées pour les progressions arithmétiques et les progressions géométriques et la suite de Fibonacci, il serait mieux de d'abord tester l'implémentation de la classe de base. Comme ça, s'il y a des erreurs, on va les trouver rapidement au lieu de tester à la fin et puis se rendre compte qu'en fait, même la classe primaire sur laquelle toutes les autres classes sont fondées n'est pas correcte. Voilà, donc nous allons d'abord écrire notre premier test pour tester en fait notre classe de base. D'abord, on va aller au début de notre fichier, donc on va faire CTRL Home. Et puis voilà, là on est là. Et puis il faut d'abord revoir ce que nous avons fait. Ça c'est la classe de base, donc la classe générique ou bien la séquence générique. Déjà ici il y a un typo. This is natural numbers. 0, 1, 2. Yes, class generic sequence definition of init. Self start equal to 0, self.current equal to start. Advance self.current plus equal to 1. Def next self, that's good. Ça nous permet de retourner en fait la valeur courante if self.current is not none. Donc quand c'est pas la fin, on prend la valeur courante, on avance et puis par défaut le pas égale à 1 pour la séquence générique, c'est bon. Et puis là on fait quoi? Self.advance, là on avance par 1, c'est bon. Et puis on retourne la valeur courante, ce qui est bien. Et si ce test-là échoue, on ne fait rien d'autre que retourner en fait, soulever plutôt une exception et stop iteration. C'est bon? Et puis là, c'est iter qui ne retourne que self, qui est l'itérateur. Je pense que c'est bon. Pour print next, self n égale à 1 par défaut, c'est bon. Et puis print, ici, on va concaténer avec un espace, c'est bon. Join, c'est bon, c'est bon. Et puis next, self, c'est la valeur courante. On convertit ça en chaîne de caractères et puis ça nous permettra de faire la concaténation. Et puis ici, c'est en fait la boucle pour les n valeurs que nous voulons afficher. Je pense que c'est bon. Voilà, donc pour tester en fait la classe de base, on va utiliser en fait une construct ou bien une construction très usitée en fait en Python. Donc il suffit de faire if __name
et puis underscore score, et puis on va tester si le nom est égal à quoi, underscore underscore main, et puis on va ajouter underscore underscore. Et puis on va finir avec les 2 points. On va tester si en fait le nom du module est égal à main. Dans ce cas de figure-là, on saura qu'en fait notre script est exécuté directement. Dans ce cas de figure-là, si le script est exécuté directement, nous voulons aussi ajouter une batterie en fait de tests pour valider en fait notre code. Et notre premier test sera quoi? Ici, par défaut, on va définir une valeur de n égale à combien? On va dire que c'est 10. Donc, on va afficher les 10 premières valeurs. On va exécuter notre premier test pour la classe de base. On va juste faire ici un message. Ici, on va faire pour la séquence générique. Voilà, c'est bien ça. Peut-être il faut ajouter ici un point. Et puis, donc ici, on va créer notre séquence générique. Je pense que ça s'appelle gen sequence, like this. Et vous voyez qu'ici, on ne donne pas en fait de paramètre start, ou bien l'argument start est ignoré. Donc, par défaut, ce sera start equal to 0. Donc, on va commencer notre séquence par 0, naturellement, n'est-ce pas? Et puis, une fois que nous avons en fait l'objet de la séquence générique, maintenant, on peut appeler notre méthode qui s'appelle print next, n'est-ce pas? La méthode que nous venons de décrire. Et puis ici, on va l'appeler avec quel paramètre? Ou bien avec quel argument? C'est tout simplement avec l'argument n que nous avons déjà défini qui n'est rien d'autre qu'égal à 10, n'est-ce pas? Donc, on va faire l'affichage des 10 premiers entiers naturels. Et si notre implémentation est correcte, on doit avoir 0, 1, 2 jusqu'à 9, n'est-ce pas? Voilà, on a écrit tout notre code et on a écrit en fait notre premier test. Maintenant, n'oubliez pas, on est toujours en fait dans notre éditeur. Il va falloir sauvegarder en fait notre fichier nano. Pour sauvegarder, je pense que vous le voyez déjà ici. Vous le voyez ici, c'est write out, c'est CTRL O. Ok, donc je vais faire CTRL O pour sauvegarder en fait mon fichier. Et puis vous voyez très bien que nano me dit file name to write num sequences.py. Donc je peux juste taper sur entrée et puis il me dit que combien de lignes ont été écrites ou bien écrites 35 lines. Donc nano me dit qu'en fait voilà 35 lignes ont été sauvegardées. Une fois qu'en fait ceci est sauvegardé, je peux bien sûr tester maintenant ma classe de base. Et pour cela, c'est très simple. Je vais juste amener un nouveau terminal et exécuter le code. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour tester le code, bon, là, je suis sur mon éditeur nano, mais je peux ouvrir un autre terminal. Et puis là, pour changer de terminal, je vais tout simplement faire CTRL Tab. Et puis, automatiquement, là, je suis dans l'autre terminal qui est déjà ouvert. Et puis là, bien sûr, il va falloir aller dans mon répertoire de travail ici. Je vais faire un CD Python Club, je pense. Voilà. Et puis POO, c'est le répertoire qui contient en fait tout ce qui est pour la programmation orientée objet. Et là, je vais entrer dans, je pense que c'est itérateur. Voilà, je suis là. Donc, je vais faire un ls pour tester est-ce que tout est là. Effectivement, je n'ai qu'en fait que ce fichier-là qui est là, num sequences.py, et puis maintenant, je vais l'exécuter. C'est tout simple. Donc, pour cela, bon, c'est très simple. Je fais Python, et puis je fais quoi? Num, et puis voilà le fichier que je vais exécuter. Donc, et là, je l'exécute. Donc, il n'y a pas d'erreur, ce qui veut dire qu'en fait, au moins, notre implémentation de base, pour la classe de base, a marché. Donc, vous voyez très bien, ici, nous avons quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Donc, c'est effectivement les 10 premières valeur de notre itérateur. Ainsi, nous venons de finir l'implémentation de notre classe de base. Ok. Maintenant, on va utiliser cette classe de base-là pour
mettre en œuvre le concept d'héritage et implémenter un itérateur, mais qui n'est plus générique, mais un itérateur arithmétique et puis aussi un itérateur géométrique. Et après, en fin de compte, on va implémenter un itérateur qui fait la simulation d'une suite de Fibonacci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec la classe de base. Dans les prochaines, nous implémenterons les classes dérivées. Nous construirons les classes dérivées pour illustrer les concepts mathématiques de suite arithmétique, géométrique et de Fibonacci à l'aide des itérateurs. Ou bien, plus précisément, à l'aide de la classe de base. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite. Bye.